Bonsoir à tous et à tous, bienvenue à cette nouvelle Unipop, l'Université populaire Arts, Littérature et Cinéma. Ce soir, nous vous proposons une Unipop danse, puisque nous vous proposons une rencontre exceptionnelle avec la danseuse étoile Mathilde Froustey. Alors, question d'agenda et de planning, elle sort tout juste de répétition et elle arrive d'ici 10 minutes. Donc, en attendant, j'en profite pour saluer les 23 cinémas qui sont connectés avec nous en direct pour cette séance. Alors j'en profite pour présenter l'animatrice de cette séance ce soir, Florence Lassalle. Vous la connaissez sûrement déjà ici pour le public de Pessac. En revanche, pour les salles de Villenville, je me permets de présenter Florence, puisqu'en effet, elle accompagne l'Unipop depuis 15 ans. Alors ça fait 4 ans qu'existe l'Unipop de Villenville, mais l'Unipop ici à Pessac existe depuis 15 ans, et donc elle accompagne depuis les premières saisons la programmation, puisqu'elle participe au collège de programmation. C'est un peu notre spécialiste danse, opéra et ballet, et c'est elle qui nous propose de jolies soirées comme celle-ci ce soir. Et elle a fait beaucoup d'analyses de films, notamment Le désert rouge, Ascenseur pour l'échafaud, les femmes du bois de Boulogne, j'en oublie, j'imagine, tu en as fait une dizaine, il me semble, et une Unipop sur Cate Blanchett, et l'an dernier, il y a 2 ans, une rencontre avec la journaliste danse du Monde, une référence, Rosita Boisseau, vous vous en souvenez peut-être ici à Pessac. Et donc voilà, on fait le pont, cette année, nous invitons une danseuse étoile. Alors, je comble un peu parce qu'on a le temps, puisque la danseuse arrive dans 5 minutes. Dans les cinémas, donc ici à Pessac et dans ces 23 cinémas que j'ai cités précédemment, on a l'habitude d'inviter des réalisateurs, des réalisatrices, des chefs opérateurs. Mais alors des danseurs et des danseurs étoiles, des danseuses étoiles, c'est beaucoup plus rare. Donc je suis ravie qu'une danseuse étoile participe à cette Unipop de Villenville. Et donc, en attendant sa venue, tu peux peut-être présenter la danseuse étoile. Oui, merci Alix. Oui, quand Alix nous dit que c'est pas très fréquent d'avoir un danseur ou une danseuse étoile aux Jean Eustache ou de Villenville dans votre cinéma préféré, on va ajouter qu'à l'Opéra national de Bordeaux, il n'y a que 2 danseurs étoiles, Mathilde Froustey et le japonais Riku Ota. Donc c'est encore plus rare d'en avoir un chez nous. Mathilde, Alix a bien compris qu'il fallait dire Froustey, c'est parce que je suis landaise comme elle. Mais il est bien possible que quand elle sera là, elle préfère qu'on dise Froustey. Alors, pour moi, ce sera Froustey. Nos familles sont du même village. Et Mathilde a donc commencé la danse dans les Landes. Et puis, toute jeune, elle est allée dans une école nationale à Marseille, où sa prof l'a trouvée extrêmement douée et lui a dit qu'il fallait présenter le concours d'entrée à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Elle aimait tellement sa prof à Marseille qu'elle n'avait pas envie d'être dépaysée une 2e fois, parce que c'était quand même une enfant. Et puis, elle a été présentée et ça ne s'est pas passé comme elle aurait voulu, ni comme aurait voulu sa prof. Et du coup, quand elle est entrée à l'Opéra de Paris, c'était un peu plus tardivement à l'adolescence. Pour vous dire son parcours de manière plus détaillée tout à l'heure, mais succinctement, elle danse donc comme enfant et adolescente à l'école de danse. Très vite, à 17 ans, elle intègre le corps de ballet, c'est-à-dire comme une professionnelle. Et là, chaque année, il y a un concours de promotion pour passer à l'échelon supérieur. Nathalie, si tu pouvais m'enlever un peu l'écho, il y en a beaucoup dans la salle. Et elle passe de quadrille à coryphée, puis de coryphée à sujet, et elle bute sur sujet. Elle ne peut pas passer au grade supérieur de première danseuse, évidemment, à étoile. Et donc, c'est en s'exilant aux États-Unis 10 ans plus tard qu'elle deviendra étoile. Elle reste 10 ans au San Francisco Ballet et elle revient comme étoile à l'Opéra de Bordeaux en 2023. Et malchance, c'était juste avant la production de Don Quichotte. Elle se blesse gravement au genou et elle a 1 an de rééducation du genou. Donc son entrée au ballet national de l'Opéra de Bordeaux a été retardée jusqu'en 2024 et on a commencé à la voir sur scène l'année dernière. On lui demandera des précisions, mais les danseurs de Bordeaux étaient sur une des fresques de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, mais je crois que pour raison de prudence, l'opéra n'a pas voulu qu'elle y participe. Mais normalement, elle aurait dû.
Voilà. Et donc, elle est autre chose que danseuse. Elle est sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux. Donc, elle poste énormément de choses, de photos, de vidéos. Vous pourrez la suivre. Et je vous donnerai succinctement un peu de bibliographie à la fin. Mais elle est aussi photographe. Et bon, elle n'est pas là pour l'entendre, mais je trouve qu'elle a un œil de photographe. Ce n'est pas juste une danseuse qui fait de la photo. Et elle avait aussi créé à San Francisco la maison Oakland, qui était une maison pour proposer des résidences d'artistes à des artistes de tout type qui pouvaient bénéficier d'un atelier, de matériel, etc., pour développer leur œuvre. Donc, puisque quand même la danse est une obsession, Nathalie, on va passer la première vidéo. S'il y avait eu un miracle, elle serait arrivée pile sur la révérence. Tant pis pour moi. Donc, c'est elle qui a réalisé ça, et donc elle ne manque pas d'humour en plus. Elle commence donc sa carrière à l'Opéra de Paris. Je pense que vous savez que, donc je l'ai noté, que l'architecte c'est Charles Garnier, 1875. Je pense que vous savez tous, vu que ça passe sans arrêt aux infos, que ce sont les 150 ans du Palais Garnier. Donc à cette occasion, il y aura une grosse exposition à la fin de l'année à l'Opéra Garnier. Et il y a eu un magnifique documentaire, je crois que c'était de Priscilla Pizzato, dans mon souvenir, sur France Télévisions, sur les 150 ans de l'Opéra de Paris. Vous pouvez toujours le voir en ligne sur France Télévisions. Donc nous, comme spectateurs, nous entrons sur le plan de coupe en bas, qui est une maquette au musée d'Orsay. Nous entrons par la droite et... oui. Donc on entre par la place qu'on voit sur la photo de gauche et on passe par le grand escalier qui se trouve ici, et on accède dans la salle ici. Et là-haut, c'est un studio de répétition, et ensuite, sur toute cette colonne qui doit faire 30 mètres de haut, quelque chose dans le genre, vous avez la scène ici, qui est assez profonde à l'Opéra de Paris, et qui en plus est en pente. Le plancher est en pente. Vous avez les dessous qui permettent de monter des décors à partir de trappes, et vous avez les cintres où sont accrochés les projecteurs, et tous les décors qui descendent pour faire les actes successifs. Et ensuite, à la gauche, vous avez l'entrée des artistes, pour elle, avec les loges et des studios de répétition. Ça, c'est une partie, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était le fameux forum, le fameux foyer de la danse, où au XIXe siècle, ces messieurs allaient faire leur choix chez les petits rats, tout simplement. D'où la petite danseuse de Degas, qui était une pauvre gamine qui attendait que quelqu'un vienne la soutenir. Donc je pense que les danseurs se tiennent, elle serait là pour nous le dire, mais que les danseurs se tiennent ici, sur scène là, et les spectateurs ici. Et là, ce sont toutes les parties d'apparat avec le grand escalier et les très belles dorures. Donc, eh bien, faute de Mathilde, je suis désolée pour elle, mais je fais le show à sa place. Donc, la question de l'Opéra de Paris, c'est que, d'abord, c'est le seul ballet au monde qui continue à pratiquer cette hiérarchie sur concours. Partout ailleurs, ce sont les directeurs de compagnie, les directeurs de ballet, directrices, qui choisissent que chaque danseur qui a la qualité pour devenir étoile deviendra étoile. Si tous les 5 ans ou tous les 10 ans, vous changez de directeur ou directrice, vous n'entrez pas forcément dans les petits papiers du nouveau directeur. Mais à Paris, on va dire que ça se fait de façon plus égalitaire et en même temps plus contesté depuis pas mal d'années par le corps de ballet. Donc le corps de ballet, c'est vraiment scindé en deux entre ceux qui voudraient abolir le concours de promotion et ceux qui voudraient le conserver parce que ça crée une égalité des chances. Alors je vous explique en quoi ça consiste. Tous les ans en novembre, vous avez un magnifique papier d'Ariane Bavelier du 12 novembre dernier dans le Figaro, qui explique sur une pleine page, tellement c'est important, ce qu'est le concours, ce que ça représente. Donc chaque année en novembre, vous passez sur scène seul. Vous avez 150 danseurs dans le corps de ballet, vous êtes un parmi 150 et ce jour-là, vous êtes tout seul à danser sur scène, sur la scène du Palais Garnier,
à proposer quand je dis une variation, ça veut dire un solo, une variation imposée et une variation libre, mais toujours en classique, en danse classique, même s'il y a de la danse contemporaine aussi à l'Opéra de Paris. La variation dure 3 minutes. Donc, en un an, vous avez un an pour préparer 2 fois 3 minutes. Vous êtes bon, vous montez d'un grade. Vous êtes angoissé ou blessé ou malade parce qu'on est en novembre, que vous êtes un peu grippé. Ben vous ratez, vous attendez 1 an de plus pour essayer de monter. Monter, ça veut dire que le salaire monte, mais surtout que les rôles sont plus intéressants. Vous êtes moins en groupe, beaucoup plus soliste, et donc Mathilde Frousteil, quand elle était quadrille en vert, coryphée en mauve ou sujet en bleu, et elle est restée, au lieu de rester sujet 1 ou 2 ans, elle est restée sujet 7 ans. Elle a obtenu des rôles de soliste à cause de sa qualité de danseuse, sa qualité artistique, sa qualité technique. Et franchement, elle avait toutes les qualités pour être étoile. Moi, je l'ai vue danser beaucoup en vidéo pour préparer pour ce soir, mais je l'ai vue sur la scène du Grand Théâtre. Elle a toutes les qualités d'une étoile, ça ne fait aucun doute, et c'était là dès le départ. Donc la question pour elle, c'était pourquoi est-ce que le concours de promotion est un obstacle, fait obstacle à sa carrière? Alors, j'en sais rien, peut-être qu'elle répondra ou pas. Mais donc, elle a eu une multitude de rôles de solistes qui sont normalement confiés à des étoiles ou des premières danseuses. Donc, j'ai mis en gras le titre du ballet et, entre parenthèses, le chorégraphe. Et vous voyez qu'elle a dansé beaucoup de Rudolf Nureyev. Je le précise parce que Nureyev, c'est extrêmement technique, extrêmement difficile. Physiquement, Nureyev exigeait énormément de ses danseurs et danseuses. Et réussir un ballet en 3 actes de Nureyev, c'est un exploit. Donc là, à ce niveau-là, elle ne dansait pas forcément les 3 actes. Ça pouvait être un personnage isolé qui apparaît dans 2 tableaux. Mais quand même, elle avait des rôles de soliste dès le départ. Et je vois Cendrillon, Casse-Noisette, Raymonda, La Bayadère, c'est-à-dire vraiment de grands rôles du répertoire classique. À côté de ça, il y a eu dès 2006, donc j'ai oublié de dire, elle est née en 85. Dès 2006, donc quand elle a 20-21 ans, La fille mal gardée de Frédéric Ashton, qu'on avait programmé au Jean Eustache et peut-être dans votre salle, en captation en différé de l'Opéra de Paris, c'est un ballet très spirituel, très enjoué pour des danseuses de caractère comme elle est, avec beaucoup d'humour, beaucoup de gaieté, un rôle très coquin, vraiment un très joli ballet. Donc elle joue Élise, le rôle principal de la fille mal gardée. Et puis elle a aussi tâté du néoclassique, voire du contemporain. Je vois John Neumeier, Jérôme Robbins, Wayne McGregor, John Cranko et Balanchine, bien sûr. Mais c'est quand même pas sa tasse de thé. Elle est très ballerine de danse classique. Même si ici à Bordeaux, elle alterne le classique et le contemporain, et que la répétition qui la retarde, en fait, c'est une création d'un prochain spectacle contemporain. Et donc la chorégraphe préfère avoir tout le monde en création en même temps. Ce n'était pas juste une répétition d'une production déjà existante. Donc pendant des années, elle va passer le concours tous les ans et échouer au concours tous les ans. La veille, elle peut danser Kitri dans Don Quichotte sublimement. Et le jour du concours, elle va danser un autre rôle un peu moins difficile. Et ça ne le fait pas. Donc, qui est le jury qui est assis en face? Vous imaginez à l'Opéra Garnier? Ah ben, elle va le raconter elle-même. Mathilde Frousteil. Bonjour. En direct du Grand Théâtre. Donc j'en étais au rôle de soliste, d'étoile ou de première danseuse que vous avez dansé alors que vous étiez quadrille, coryphée au sujet. Il y en a eu une multitude, il y a eu beaucoup de Nureyev, il y a eu moi j'adore Lise, de La fille mal gardée. Il y a eu aussi après un peu plus contemporain ou néoclassique, Jérôme Robbins, Wayne McGregor, John Neumeier, Georges Balanchine, etc. Et donc la question que je me posais, c'était... Alors en plus, je ne fais pas le distinguo entre rôle de soliste et de demi-soliste. Là, c'est une chose qui m'a échappé, mais c'est très hiérarchisé à Paris. Donc, comment vous abordiez ces rôles-là en étant dans le corps de ballet
et en ayant des rôles de premier plan. Oula, alors ça fait quelques années. Faut que je me replonge dans ces années d'Opéra de Paris. J'ai eu vraiment la chance d'avoir accès à ces rôles en étant dans le corps de ballet. J'étais très jeune, donc il y a eu différentes périodes, mais c'est vrai que quand on rentre dans le corps de ballet, moi j'avais 16 ans, et c'était pour moi normal. Je me rendais pas compte de toute cette hiérarchie, tout ce long travail. Et au début, donc j'étais un peu, c'est normal, j'ai des rôles, c'est chouette. Et après ces nombreuses années de corps de ballet, donc de danse de groupe, j'ai vraiment apprécié, c'est cette opportunité de danser seule en scène, de porter un ballet et de raconter une histoire. C'est vrai qu'à l'époque, la directrice, c'était Brigitte Lefebvre. Et c'était à la fois un cadeau et à la fois... c'est ce qui a aussi dirigé ma carrière et mon envie de partir ensuite de l'opéra, c'est qu'en me donnant ces rôles-là, elle m'a donné le goût d'être soliste et d'être devant de la scène. Alors c'était un cadeau, mais aussi un peu empoisonné, parce que après retourner au fond de la scène, derrière, et faire les danses de groupe, c'était très difficile, psychologiquement. Donc à un moment donné, c'était vraiment une lutte intérieure. J'arrivais plus à savoir est-ce que je devais être devant ou au fond. Je ne trouvais plus ma place. Voilà. Donc au début, c'était génial d'avoir accès à ces rôles sans avoir le grade. Et après, c'était un peu compliqué. Pour illustrer ça, on va enchaîner, Nathalie, 2 vidéos. La première, ce sont les 4 petits cygnes du lac des Cygnes, qu'on programme au Jean Eustache dans un mois, une captation en différé de Covent Garden. Donc, dans les 4 petites cygnes, vous aurez de gauche à droite Fanny Fiat, Myriam Oldbraham, qui était étoile retraitée cette année ou l'an dernier, Mathilde, et Dorothée Gilbert, qui est étoile, qui prend sa retraite cette année ou l'an prochain. Et ensuite, on verra une répétition de la suite en blanc de Serge Liffard sur une musique d'Édouard Lalo. La variation s'appelle La Cigarette, donc c'est une répétition, c'est pas le ballet sur scène. Et vous noterez, donc dans les 4 petits cygnes, c'est le corps de ballet, les 4 danseuses font exactement la même chose, en même temps, tempo parfait. Dans La Cigarette, vous remarquerez ces caractéristiques de danseuse, c'est-à-dire beaucoup d'épaulement. Quand vous levez le bras, mais ça peut aller jusqu'au bout des doigts. Quand vous levez le bras avec un épaulement, c'est l'épaule qui monte le bras jusqu'au bout des doigts. Ça fait toute la différence. Donc, vous ferez attention à ça. Et aussi au son. Je pense que le micro était posé assez près du plancher. Donc, on entend le son des pointes. C'est génial. Elles étaient peut-être neuves en plus. Donc, elles tapent un peu fort. Donc, c'est vraiment l'exemple. La légèreté des danseuses, n'est-ce pas? Ah non, moi, j'adore le bruit des pointes. Donc, vous verrez les 4 petits cygnes suivis de La Cigarette de Serge Liffard. Un commentaire? Moi, j'adore ça. Je ne sais pas vous, mais alors je trouve magnifique, vraiment magnifique. Oui, alors déjà sur la première vidéo sur les 4 petits cygnes, c'est très très difficile d'être synchronisé comme ça. On est 4 danseuses différentes et puis on a les bras croisés comme ça. Donc vraiment, on n'a pas du tout, enfin on peut pas utiliser nos bras du tout. Et alors, on a de la chance. Pour la petite anecdote, c'est qu'on était 4 danseuses avec des bras assez longs. Donc en fait, plus on a les bras longs, plus on a un petit peu d'espace. Si on a les bras courts, c'est compliqué. On était contente parce qu'on avait toutes les bras longs. Et ça nous a pris beaucoup de temps à arriver à être en osmose comme ça, toutes les 4. Il y a eu des répétitions catastrophiques où on se cognait, on était à contre-temps et tout. Voilà, ça nous a mis... On a pris 1 mois et demi de répétition pour être comme ça. Et après, on a fait beaucoup de spectacles pour arriver à ce résultat. Ça me fait beaucoup rire parce que personne ne le sait, mais ça fait très peur cette danse des 4 petits cygnes parce que vraiment, quand on danse toute seule en scène, si on se trompe, bon,
Il n'y a que moi qui le sais et peut-être les répétiteurs et les maîtres de ballet. Là, si on se trompe dans les 4 petits signes, c'est la catastrophe, vraiment. On voit que ça. Donc on était toutes très stressées et avant de commencer, on arrive en scène, on se donne les mains et ça se voit un tout petit peu, si on le sait sur la vidéo, on se fait un check-check. Voilà, un petit encouragement. Donc je le vois à chaque fois, ça me fait un peu sourire. Et la vidéo de répétition de la cigarette, alors c'était à l'Opéra de Paris pour être promu, pour monter en grade. C'est un peu comme à l'armée. On danse en fonction de son grade, on est payé en fonction de son grade aussi. Il y a un concours de promotion et ça, c'était la variation imposée. Donc toute la classe de solistes devait travailler ce solo. Et c'est des moments compliqués. C'est au mois de décembre tous les ans et c'est en plus de nos répétitions. Donc là, par exemple, j'ai fini à 18h au Ballet de Bordeaux. Si j'avais à passer le concours, il faudrait que je travaille maintenant, en plus de mes horaires de répétition. Donc, c'est des moments compliqués. Cette vidéo, elle a été tournée un dimanche. J'avais demandé aux pompiers d'ouvrir le studio de danse pour que je puisse venir travailler. Et voilà, donc c'est des souvenirs un peu compliqués. C'est compliqué pour moi de regarder cette vidéo parce que je vois pas mal de frustration. Je me souviens que je m'étais énervée sur le pas que je loupe à un moment donné. Je la refais beaucoup, j'ai refait et refait. Mais bon, c'est des bons souvenirs quand même. Et Serge Liffard, c'est difficile à danser? Serge Liffard, c'est un style très particulier, à la fois un peu démodé et quand même toujours très actuel finalement. Et oui, c'est compliqué parce qu'il y a en fait beaucoup de techniques. En le regardant, il y a beaucoup de pirouettes, beaucoup de sauter sur pointe. Vous savez, comme quand on saute sur nos doigts de pied, là, comme ça. Donc je regarde, c'est bien, pas mal. Donc, quittons Paris. Là, la cigarette, c'est 2012. Et qu'est-ce qui se passe en 2013? Alors, je crois d'ailleurs c'est 2011, en fait. Ah. Mais alors après, oui, en 2013, en fait, en décembre 2012, j'ai passé mon dernier concours. C'est pour ça que c'était pas 2012, parce que j'ai dansé quelque chose d'autre. Et en même temps, il y avait Don Quichotte à l'Opéra de Paris. Et je dansais le premier rôle, encore une fois. Et au concours de promotion, j'ai pas été promue. Et pire que ça, j'ai même pas été classée. Sauf que le lendemain, je dansais un rôle d'étoile. Alors là, ça a un peu explosé dans mon cerveau. Non, mais je comprends pas. Et je me suis dit, bon, allez, il est temps d'aller voir ailleurs, en fait, d'aller prendre l'air un peu. À l'Opéra de Paris, on a la chance de pouvoir prendre un an sabbatique et d'avoir notre place qui nous attend. Donc, j'ai appelé Alors, pour la petite anecdote, j'étais à Gourette, dans les Pyrénées, au ski. Et évidemment, je skie pas, parce que je peux pas me permettre de me blesser. Donc, tous mes amis allaient skier. Moi, je m'ennuyais toute la journée. Et tout le monde me bassinait en disant, bon, allez, Mathilde, il faut que tu ailles voir ailleurs et tout. Et moi, très parisienne, je ne voulais pas du tout. Et bon, je m'ennuyais. Et pour qu'ils arrêtent tous de me dire ça, je me suis dit, je vais envoyer un email au San Francisco Ballet, qui est la meilleure compagnie aux États-Unis. Et pour faire bien, je vais l'envoyer dans Contact, en bas du site. Donc, c'est la poubelle des sites internet. Personne ne regarde, que je croyais. Et en plus, je vais écrire en français. Comme ça, je remettrai toutes mes chances de mon côté. Et je vais leur dire, bonjour, je suis Mathilde Froustet, est-ce que vous avez une place d'étoile, quoi. Voilà, le truc, j'avais 0 chance, quoi. Sauf que manque de bol, enfin, ou plutôt beaucoup de bol, l'assistante du directeur parlait français. Ils ont regardé leur email et 2 heures après, j'avais une réponse en français en me disant, oui, envoyez-nous des vidéos. Il se trouvait que j'avais mon ordi, donc je venais de danser Don Quichotte, un rôle d'étoile. Je leur ai envoyé le lien. 3 heures après, j'avais un contrat d'étoile aux États-Unis. Voilà. Donc, j'ai pas eu à me déplacer. J'étais au ski et j'ai fait genre, ok, bon, je pars aux États-Unis. Et en plus de ça, je pensais que c'était en septembre, comme les saisons qui commencent. Non, ils avaient besoin de moi en juin. Donc, je suis là, oula, ok. Donc, voilà. Donc, il a fallu que j'apprenne l'anglais aussi en quelques mois, mais... donc voilà, donc ça a été assez rapide et c'est vraiment fabuleux. Quelques mots sur El Guito Masson, le directeur du San Francisco Ballet qui a eu ce coup de cœur. Oui, El Guy, il a été directeur du San Francisco Ballet pendant 38 ans. Donc pour qu'un directeur reste aussi longtemps directeur artistique d'une compagnie, c'est que vraiment il était fabuleux. Et oui, moi ça a été mon mentor pendant 10 ans.
je me souviendrai toujours du premier spectacle. Donc, j'étais sujet à l'Opéra de Paris, donc soliste, pas étoile. Donc j'arrive au San Francisco Ballet, c'est une nouvelle compagnie, une nouvelle ville, un nouveau continent, une nouvelle langue, un nouveau répertoire et un nouveau métier, parce que c'est pas du tout pareil d'être soliste et étoile. Et on faisait Gisèle et c'était un nouveau ballet. Donc beaucoup de choses nouvelles. J'avais un petit peu peur avant mon premier spectacle, un peu la pression, parce que c'est vrai que la nouvelle étoile, on l'attend un peu au tournant. Et donc Elgui me voit un peu nerveuse et il vient me voir et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit: Mathilde, je t'ai engagée parce que j'aime comment tu danses toi. Donc essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Et en fait, ça semble un peu bête, mais quand on est soliste à l'Opéra de Paris, on suit la mode. Et la mode est... le ton est donné par les étoiles. Donc, par exemple, à l'époque d'Aurélie Dupont, d'Agnès Le Testu, on essaie tous de leur ressembler. C'est elle qui... Voilà, elle danse d'une certaine façon et on essaie d'être au plus proche d'elle. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'étais étoile. Et donc, du coup, c'est moi qui fixais les règles, en fait. Et il y a eu un avant et après ce spectacle. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit, je suis libre, en fait. Si un jour j'ai envie de danser comme ça, je danse comme ça. Et ça sera la nouvelle mode. Et si j'ai envie d'arriver en scène et de faire la tronche d'être fermée ou d'être femme fatale ou whatever, ça sera mon choix et il sera respecté. Et on ne va pas me dire après le spectacle, il faut que tu ressembles à Aurélie Dupont, il faut que tu ressembles à Agnès Le Testu ou quoi. Ça m'a beaucoup libérée d'être aux États-Unis, vraiment. Il y a un rapport au corps aussi très particulier où à l'Opéra de Paris, avec toute la beauté de cette compagnie, c'est vraiment une compagnie qui est sublime. Mais il y a un moule Opéra de Paris, il y a un corps Opéra de Paris, il y a un training Opéra de Paris, alors qu'aux États-Unis, de suite, ils repèrent nos talents. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un peu plus des muscles un peu ronds, un peu toniques, quelqu'un qui va sauter très haut, qui va être très athlétique, elle va faire que ça. Quelqu'un qui est plutôt longue et fine, elle va faire des rôles plutôt lyriques et elle va être très bonne là-dedans. Donc, ils voient nos qualités et on fait que ça. Ce qui fait des danseurs très heureux d'aller en scène parce qu'on fait que ce qu'on sait faire. Peut-être un peu incomplet. Voilà. C'est le côté un peu négatif de la chose. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait du bien de ne pas avoir à changer ma façon de danser, quoi. Ils ont vu ce que je savais faire et j'ai fait ça pendant 10 ans et c'était fabuleux. J'étais très heureuse. Eh bien, écoutez, j'espère que cette fois-ci, 2012, je ne me trompe pas. Mais on va regarder la vidéo reçue par Elgui Thomasson et vous jugerez si vous l'engagez comme étoile. Moi, oui. Vous avez bien compris que vous avez tous choisi de l'engager comme étoile, je pense. Que ce soit les tours, les équilibres avec des arabesques qui durent 3 heures, les petites batteries aussi. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous manque? Vous êtes une danseuse complète. Non, pas du tout. Mais mais c'était un bon spectacle. C'est un ballet qui est difficile. Vraiment, c'est le ballet classique par excellence. Où oui, effectivement, on fait tout, quoi. Donc Don Quichotte, ce ballet, c'est vraiment l'aboutissement d'une carrière, c'est sûr. Et danser du Nureyev, ça représente quoi comme engagement artistique, pas uniquement physique, puisqu'on sait bien qu'il était très exigeant vis-à-vis de ses danseurs et danseuses. Mais vous, en tant que personne, en tant que danseuse, qu'est-ce que ça représentait comme enjeu? Donc oui, la chorégraphie que vous avez vue de Don Quichotte, c'est Rodolphe Nureyev, qui a été directeur de l'Opéra de Paris dans les années entre 80 et 90, qui est connu pour faire des chorégraphies très très difficiles, beaucoup plus compliquées que les autres versions partout dans le monde. Donc c'est vrai que c'est un challenge de danser du Nureyev. J'ai mis très longtemps à apprécier. Même en étant à l'Opéra de Paris, qui est le berceau de Nureyev, j'y allais souvent un peu à reculons. Et comme quoi des fois, mais j'ai lu le livre d'Ariane Dollfus, je ne sais pas si vous connaissez, sur Nureyev, et j'ai découvert le personnage, voilà, qui était un homme incroyable, un génie et un diable aussi, quoi. Enfin voilà, une personnalité fabuleuse.
Et du coup, j'ai mieux compris ses chorégraphies en lisant une de ses biographies. C'est un peu bizarre, mais en tout cas, pour un danseur de danser du Nourieff, on ne peut pas tricher. Voilà. C'est à droite et à gauche. C'est des séries, donc si ça marche une fois, il faut que ça marche 2 fois, il faut que ça marche 3 fois. On ne peut pas tricher. Voilà. Donc il faut être très honnête et ça rend assez humble finalement de danser du Nourieff parce qu'on va en scène et il y a une grande chance que ça rate. Voilà. Et même si on a un coup de bol, on l'aura une fois, mais il y a peu de chances qu'on l'ait 3 fois de suite. Donc souvent, il y a des ratés. Et du coup, c'est vrai que tous les danseurs qui dansent du Nourieff, on sait que voilà, faut aller en scène assez humble parce qu'on va sans doute un peu louper, mais c'est comme ça. Il y a de la beauté je trouve. Après, bon, ça, c'est peut-être un peu pointu, mais de voir un danseur qui se bat en scène avec son corps et avec les pas, je trouve ça assez beau, en fait, qui lutte, quoi. Enfin, en tout cas, qui se bat et qui va jusqu'au bout du mouvement et qui accepte que on n'est pas des machines, on n'est que des corps humains et vous voyez, il va y avoir des petits ratés, mais bon, sur 2h30 de spectacle, c'est pas grave. Et alors justement, là on parle de maintien du corps de la danseuse classique, mais vous avez aussi abordé du contemporain. Et le corps se tient et bouge de manière totalement différente, la rythmique est différente, etc. Et je voudrais, Nathalie, qu'on montre un petit bout de Snowblind. C'est la bande-annonce en fait de Snowblind. Du coup, c'est plus que 40 secondes au lieu de 11 minutes. Mais je trouve ça éblouissant. J'adore cette chorégraphe. Et donc, je voudrais qu'on... chorégraphe, c'est une femme. Oui, j'ai dit 7 chorégraphes, mais à toute vitesse. Donc, Cathy Marston, vous verrez. Voilà, vous verrez. Donc ça, c'est au San Francisco Ballet. Et vous voyez bien que le corps bouge d'une manière totalement différente et que les duos ou trios se font ensemble dans un mouvement d'une fluidité absolue qui nécessite évidemment des tonnes de répétitions. Et est-ce que vous équilibreriez entre les deux, autant de classiques que de contemporains, voire de Cathy Marston? Qu'est-ce que serait votre choix à vous? Alors, moi, de par ma formation à l'Opéra de Paris, je suis plutôt classique. Et puis, voilà, j'approche les 40 ans, donc c'est vrai que c'est une génération où on faisait un peu moins de moderne. Maintenant, je crois qu'aussi avec les réseaux sociaux, avec TikTok, j'en sais rien. Mais les danseurs se modernisent un peu plus à l'Opéra de Paris et dans les compagnies classiques. Donc moi, non, je suis danseuse plutôt classique. J'ai eu la chance d'aborder le répertoire contemporain. C'est pas mon répertoire de prédilection. Mais bon, voilà, j'adore travailler avec des nouveaux chorégraphes. C'est quelque chose qui est très enrichissant et qui d'ailleurs nourrit la danse classique. Les deux se nourrissent l'un et l'autre. Et voilà. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de créer un nouveau ballet avec Xenia West. Donc, j'ai passé toute ma journée en jogging, t-shirt, à me rouler par terre. Voilà. Et ça sera créé quand ? On a un petit mois là pour créer le ballet. Puis, je crois que les spectacles sont début avril. Au Grand Théâtre de Bordeaux, mais vous pouvez faire le déplacement depuis votre ville. Donc, puisqu'on parlait de Bordeaux, allons-y, Bordeaux, le Grand Théâtre, qui est un théâtre 18e siècle, donc bien plus ancien que le Palais Garnier. Vous y êtes arrivé de quelle façon alors ? Alors moi déjà à la base je suis bordelaise, donc je suis née à Bordeaux, j'y ai pas beaucoup vécu, mais c'est vrai que ça a toujours été ma ville. Et il se trouvait qu'ils avaient besoin d'une étoile, ce qui est très rare. Les places sont chères et ils se libèrent pas souvent. Et ça faisait 10 ans que j'étais au San Francisco Ballet. Je suis maman d'un petit garçon et je pense comme j'ai senti qu'il était temps pour moi de quitter la France, là j'ai senti qu'il était temps pour moi de revenir. Donc voilà. Donc c'est un peu, je sais pas, les planètes, les étoiles, j'en sais rien, mais tout s'est bien aligné. Au moment où vraiment, moi, ça a commencé à être viscéral, il fallait que je rentre en France. Il y a eu cette annonce de cette place d'étoiles qui s'est libérée. Donc, j'ai envoyé un petit message. Et puis, comme avec le San Francisco Ballet, voilà, j'ai été presque comme ça.
Et donc, parlons de vos débuts à Bordeaux. Vous arrivez en 2023, je pense. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors voilà, moi après, j'ai pas eu beaucoup de chance. C'est qu'on est arrivé en répétition de Don Quichotte, donc le ballet que vous avez vu, une version de José Martinez en plus qui était vraiment fabuleuse. Et je me suis déchiré le ligament croisé et explosé en miettes le ménisque. Donc c'était une grosse blessure, vraiment. Je me suis fait opérer 3 fois du genou depuis. Et c'était... Bon, après, les blessures, c'est toujours très bête, hein, mais c'était vendredi, fin de journée. C'était vraiment la dernière... il restait 5 minutes de la répétition. On avait déroulé tout le premier acte, donc j'avais fini. Et alors moi, ça faisait 10 ans que j'avais pas été en France. On était au mois de mai et je comprenais pas. Lundi, on travaillait pas parce que c'est férié. Lundi d'après, on travaillait pas non plus. Je là, mais c'est quoi ce pays? On travaille jamais. Donc j'ai été un peu stressée parce que mardi, on était en scène, mais lundi, on travaillait pas. Donc on avait 3 jours de repos là. Aux États-Unis, j'avais pas trop l'habitude de ce rythme de travail. Et j'ai dit non, mais attendez, il reste 5 minutes, on refait. Enfin, on continue quoi. Tout le monde avait les sacs à dos prêts à partir déjà, et donc j'ai voulu refaire. Et j'aurais dû me taire ce jour-là. Et donc, les gens étaient là. Oh. Donc, j'ai refait. Et là, en refaisant, j'ai glissé et je suis tombée d'une réception de saut. Et là, voilà. Donc, ça va être des fois, il faut accepter de finir plus tôt et d'entrer à la maison. Voilà, c'est la morale de l'histoire. Mais donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué parce que déjà, c'est pas facile d'intégrer une nouvelle compagnie, de prendre un poste d'étoile comme ça. Et je suis arrivée, au bout d'une semaine, je me suis blessée. Et c'était une blessure qui m'a demandé presque 1 an et demi de rééducation, de réopération. Et surtout que, bon, à l'époque, j'avais 39 ans. Oui. On ne se remet pas d'une blessure à presque 40 ans comme à 20 ans. Et c'est compliqué. Le genou, c'est compliqué. Et donc, la rééducation, donc il y a les opérations, mais il y a la rééducation derrière. Ça prend énormément de temps, c'est très douloureux. Vous étiez en de bonnes mains à Cabreton, au Centre européen de rééducation du sportif, entouré de peu de danseurs, vraisemblablement. Il y a sûrement plus de rugbyman, de footballeurs et d'athlètes. Et à ce moment-là, est-ce que l'entourage médical vous assure que vous retrouverez le niveau d'avant-blessure ou qu'est-ce qu'on vous promet? En fait, c'est compliqué parce que personne ne sait vraiment, et puis il n'y a pas beaucoup de recul sur ce genre de blessure en danse, ce qui d'ailleurs est assez perturbant. Enfin, les femmes, les danseuses se font de plus en plus les ligaments croisés, ce qui était une blessure quand même plutôt de rugbyman, de footballeur, de basketteur ou de danseur, quoi. Mais les femmes, c'était assez rare. Et on se fait de plus en plus ça. Donc, qu'est-ce que ça dit sur notre pratique? Je ne sais pas. Peut-être qu'on pousse les limites de plus en plus. Je sais pas. Mais voilà. Donc, moi, je suis à la clinique du sport. Donc, je viens de passer l'IRM. Il y a les mains croisées, ménisques. Là, c'est vraiment... bon, j'ai la tête qui tourne et tout parce que bon, je sais très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire 1 an d'arrêt. Ça veut dire opération peut-être multiple. En tout cas, une très douloureuse. Et je me souviens très bien, la première... j'ai une réaction très bizarre. C'est-à-dire que mon médecin pleure, qui est fabuleuse, Audrey Lucero, incroyable. Elle pleure, elle me fait un câlin, elle pleure. Et moi, je pleure pas. Je suis là, bon, ok, quand est-ce que je me fais opérer? Voilà. Je peux me faire opérer demain. Vraiment, je lui ai demandé, je peux me faire opérer demain? Parce que le plus vite l'opération, le plus vite la rééducation, le plus vite en studio. Enfin, voilà, j'étais vraiment, j'ai switché en mode, allez, c'est pas grave, ça c'est fait, de toute façon, ça sert à rien de pleurer, on y va. Et, mais je lui ai quand même demandé, je vais redanser. Et je crois qu'elle a été un peu étonnée parce que j'ai posé cette question très froidement, genre comme si je demandais ce qu'on mangeait ce soir, quoi. J'ai vraiment les émotions, je les ai mis de 2 côtés. Et elle m'a dit oui. Voilà. Bon. Après, on arrive en centre de rééducation. Le problème, c'est que c'est des gens qui font des rééducations de rugbyman et d'athlètes, de sportifs, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup de recul sur la danse. Et on a des exigences assez particulières, les danseurs, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut être très fort et très souple, ce qui est compliqué, allier force et souplesse. Donc, puis on a des amplitudes assez extrêmes.
Voilà. Donc, clairement, je redanse, mais c'est une blessure qui m'handicape, vraiment. Souvent, on dit quand on revient d'une blessure, on est plus fort qu'avant. Là, non. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est les ligaments croisés, les ménisques, c'est un petit coup de couteau dans une carrière, quoi. Vraiment. Je danse pas pareil qu'avant. Je danse moins bien qu'avant. Ouais. C'est pas grave, hein, mais je suis sur la fin, mais c'est difficile à accepter, en tout cas. Alors, parlons d'avenir, puisqu'il y a eu la blessure, mais il y a quand même eu une naissance. Donc, Nathalie, on va envoyer la bande-annonce. Ah oui, flûte, j'ai oublié. Elle est en anglais, je suis désolée, elle n'est pas sous-titrée. Si vous voulez la traduire en direct. Donc, c'est la bande-annonce de Motherhood in the World of Ballet. La maternité dans le monde du ballet, c'est-à-dire comment les danseuses, étoiles en ce qui concerne ce film, vivent leur grossesse, la naissance, la maternité, le fait d'avoir la présence d'un petit toon au studio ou à la maison et tout ce que ça représente. Donc, c'est un film où il y a Mathilde et Claude. Oui. En fait, juste pour donner d'autres contextes, c'est la compagnie qui font des masterclass sur la danse qui commencent à être assez connus, qui ont aussi une catégorie de documentaires et ils ont demandé à 5 étoiles de différentes compagnies qui étaient mamans de parler de leur expérience là-dessus. Après, on en parlera après, mais c'est particulier. Et pour ceux qui sont anglophones, vous avez le film en intégralité sur YouTube. Donc, allez-y. Oui, c'est vrai que c'est particulier d'être maman danseuse, mais après, hein, toutes les femmes ont leur mérite, ça c'est évident. C'est particulier parce que c'est vrai que le rapport au corps, quoi. Enfin, on a le corps qui change et c'est c'est une avalanche, quoi. On peut pas arrêter ces changements. Et c'est difficile, on est dans le contrôle de notre corps depuis qu'on a 4-5 ans. Et là, tout d'un coup, moi, c'est ça qui m'a vraiment bouleversée. C'est que moi qui suis beaucoup dans le contrôle de mon corps, de mes muscles, de ma ligne, de mes exercices et tout, là, tout d'un coup, c'était plus de mon ressort, quoi. Et c'est un espèce de lâcher-prise qui est nécessaire et qui est difficile pour les danseurs. Après, le postpartum est compliqué aussi parce que, c'est pareil, il y a un contrôle qui n'est plus là. Moi, au San Francisco Ballet, aux États-Unis, il n'y a pas de congé maternité. Donc, c'est vrai qu'on a de la chance en France, il faut le dire. Donc, j'ai perdu les os en répétition, en studio danse. Je suis partie du studio danse à l'hôpital, j'ai accouché et une semaine après, j'étais en répétition. Voilà. Parce qu'on n'a pas de congé maternité. Donc voilà, 3 semaines après, j'étais en scène. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est particulier. J'ai un petit garçon qui refusait le biberon. Donc j'ai allaité pendant 1 an et demi. Et j'ai eu la chance, en fait, non. Mais le San Francisco Ballet, comme ils n'avaient pas le choix, m'ont autorisé d'avoir mon petit avec moi tout le temps. Donc, j'avais une fille au pair qui me suivait comme mon ombre. Et en répétition, ça mange toutes les 45 minutes, ces trucs-là. Je le pluguais à un sein. J'étais en répétition. Je le donnais à la fille au pair et je retournais en répétition. Et pareil, en scène. C'est-à-dire que je sortais de mon solo, j'avais mon tabouret dans la coulisse, j'avais mon bébé qui était là, je baissais mon tutu, je le mettais à un sein. Le temps du solo de l'homme, du danseur, c'est 1 minute 30. 1 minute 30, je le donnais à la fille au pair, je remontais mon tutu, j'allais faire ma coda. Voilà. Donc ça a été quand même des années particulières, très fatigant. Et du coup, c'est vrai que la nuit, je dormais pas beaucoup parce que fallait allaiter. J'étais fatiguée. Mais c'est fabuleux en même temps. Et de toute façon, moi, j'avais pas le choix. Il fallait que je sois maman. C'était vraiment pareil, encore viscéral, quoi. Mais pareil, il y a beaucoup de danseuses qui disent que la maternité leur a donné
l'effet être encore meilleur danseur ou voilà. Moi, je me pose des questions parce que pour être danseuse étoile, il faut que, alors c'est un peu exagéré, mais il faut que chaque pas soit question de vie ou de mort. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit la plus belle arabesque du monde, le plus beau spectacle. Et avant d'être maman, je faisais un spectacle qui n'était pas très bon. Je rentrais chez moi en pleurant, je dormais pas de la nuit. Et le lendemain, à 7h du matin, j'étais dans les studios, je refaisais. Et le lendemain, c'était le meilleur spectacle. Voilà. Donc, c'était comme ça. Là, je fais un spectacle qui n'est pas très bon. Bon, ça m'énerve. J'arrive à la maison, j'ai mon petit loulou, soit qui m'attend, ou soit qui dort, et je vais lui faire un petit bisou. Et là, c'est plus grave. Voilà. Et le lendemain, je suis contente de l'amener à l'école, et puis je vais au studio de danse quand il faut que j'y aille, et puis voilà. Je reste plus des heures et des heures en studio de danse à refaire, parce qu'il faut que j'aille le chercher, parce que voilà. Donc, à la fois, je suis beaucoup plus efficace, mais il y a cette espèce de... On me dit, quand tu verras, quand tu seras maman, tu vas relativiser. Oui, c'est vrai, je relativise. Est-ce que c'est bien de relativiser? Je ne sais pas. Avant, mes spectacles étaient presque une question de vie ou de mort. Maintenant, ça ne l'est plus du tout. Donc, voilà, c'est compliqué ce rapport à la maternité et la danse, quoi, parce qu'à la fois, voilà, c'était une... Enfin, je devais être maman, et à la fois, c'est pas facile, vraiment. Et donc, quel sera l'avenir? Parce qu'à l'Opéra de Paris, la retraite est à 42 ans. Vous parlez beaucoup de 39-40. Je ne sais pas à quel âge est la retraite à l'Opéra de Bordeaux. Au Ballet de Bordeaux, c'est une négociation avec le directeur. D'accord. En gros, tant que je peux, je continuerai. Voilà, c'est beaucoup mieux. D'accord. Et donc, je vérifie l'heure parce qu'il faut laisser un peu de temps pour les questions. Et... je voulais dire une chose, c'est que là, on parle beaucoup de corps de danseuse. Il faut comprendre que la danse est ancrée dans le corps. Une fois que vous avez été danseuse, tout est danse dans le corps. Ça ne vous quitte pas. Et je voudrais vous montrer une courte vidéo d'une ballerine très âgée qui est malade d'Alzheimer et qui est dans un EHPAD où on soigne les malades par la musicothérapie pour les éveiller. Et il se trouve que cette danseuse, quand on lui met un masque avec le lac des cygnes de Tchaïkovski, le corps s'éveille et elle se remet à danser le lac des cygnes. Et en plus, elle se plaint qu'elle n'a pas les pointes aux pieds. Donc, il ne faut pas se fier au montage vidéo qu'ils ont fait entre une ballerine et Marta González. En fait, ça n'est pas elle, mais c'était pour montrer dans les tempi du lac des cygnes ce que son corps se remémorait de la chorégraphie qui était commune pour le coup. Et c'est très impressionnant et c'est vrai que la danse reste ancrée dans le corps. Mais donc, ça ne nous dit pas ce que vous ferez après la scène. On verra d'ici quelques années, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup diriger une compagnie ou en tout cas rester dans la danse. Pourquoi pas le Ballet de Bordeaux? Très bien. Je vous donne quelques infos bibliographique, parce qu'il y a des sites auxquels je tiens. Danse avec la plume, danse au pluriel, est un excellent site de danse classique et contemporaine, de reportages, d'interviews, de critiques de ballets qu'ils ont vus. Au cœur du ballet d'Hippolyte Pérez, qui a été à l'école de danse de l'Opéra de Paris de 10 à 14 ans, et puis sur blessure, il a dû partir. Il a été renvoyé, disons les choses. Et il est sur France Musique tous les midis du vendredi et du dimanche, et c'est formidable. Ça, c'est une émission de danse classique toutes les semaines. Accords perdus, on n'en a pas parlé, mais sur les coulisses des compagnies de danse et des écoles de danse, où tout n'est pas juste travail et solidarité, où ça peut être extrêmement compliqué. C'est 6 épisodes de 30 minutes sur slate.fr, vraiment passionnants et qui ne donnent pas forcément envie de devenir ballerine. C'est un documentaire ou c'est une audio. Fiction? Ah, audio. Oui. Génial. Et donc sur Mathilde, j'espère que les Bordelais se souviennent qu'il y avait un mag hebdomadaire dans Sud-Ouest et qu'elle a chroniqué sa rééducation du genou tous les mois pendant 6 mois. Mais vous pouvez le lire si vous êtes abonné à Sud-Ouest, vous pouvez le lire en ligne.
L'équipe, le magazine L'équipe, a un magazine audiovisuel qui s'appelle L'équipe Explore, et sur YouTube, vous pouvez voir un docu de 22 minutes sur elle à San Francisco, qui s'appelle Mathilde Frosteil, Étoile vagabonde. Sur Même Opéra, vous avez les archives de tous les ballets qu'elle a dansés quand elle était présente dans le corps de ballet, mais qui étaient des rôles d'étoiles et de première danseuse. Et puis ses réseaux sociaux qu'elle alimente quotidiennement, très très quotidiennement. Elle s'appelle La Petite French sur Instagram et Hildefi et Hildefi 2 sur YouTube. Pour les non-gascons, on traduit Hildefi? Non, mais je sais. C'est moi ça sur Instagram? Ah, c'est pas vous? Non. J'ai Incroyable. Instagram, oui, mais YouTube, c'est pas moi. Ah ben écoutez, il y a quelqu'un qui a mis plein de vidéos de vous d'il y a 15 ans, et sous ce nom-là. Ah ben écoutez. J'irai voir. Ah, très bien. Alix, si tu veux passer le micro et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, alors s'il y a des questions à Pessac, et pour les spectateurs à distance, un numéro s'affiche à l'écran pour poser des questions par SMS. Alors peut-être une première question à Pessac. Bonsoir, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le déroulement d'une journée chronologiquement d'une danseuse et du corps de ballet en général? Alors, bon, là, au Ballet de Bordeaux, on a la classe, l'échauffement, à 11h. Et donc, c'est 1h30. On est toutes ensemble, toute la compagnie. On fait le déroulement d'un cours de danse classique, comme dans toutes les écoles de danse. On commence à la barre, ensuite le milieu. Et on a une petite demi-heure pour manger, et puis ou faire nos projets personnels. Et après, on commence la répétition jusqu'à 18h. Voilà, non-stop. Donc, c'est des belles journées. Ça, c'est quand on n'a pas de spectacle. Quand on est au Grand Théâtre, avant les spectacles, donc les périodes de répétition, tout est décalé d'une heure. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à midi, on finit à 19h. Et les jours de spectacle, on commence à midi, on finit à 23h. Donc, c'est des belles journées, finalement. Alors, merci pour cette belle ballerine Alzheimer qui danse. Et je voulais vous demander, est-ce que votre fils danse avec vous? Et la troisième question, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir voir votre nouveau spectacle? Alors, mon petit loulou, il a un rapport à la danse un peu particulier. C'est-à-dire que pour lui, la danse, c'est maman qui n'est pas là. Donc, quand on passe devant le théâtre, il se met à hurler « Non !» Et en même temps, quand je passe mon nez dans sa chambre, il est en retiré, en position de danse avec les bras couronnes. Donc, je vais l'inscrire à la danse là en septembre, évidemment. Mais c'est rigolo. Je suis allée faire une petite intervention dans son école et pour Casse-Noisette. Et c'était très drôle parce qu'il y avait tous les élèves qui étaient fascinés. Et lui, il a passé toute la petite représentation que j'ai fait comme ça. Donc, il a 3 ans et il est déjà, mais qu'est-ce qu'elle fiche ma mère en tutu devant mes potes, quoi. Donc, voilà, bon. Donc, c'était assez drôle. Et puis, le prochain spectacle, ça sera 4 tendances donc à l'Opéra de Bordeaux au mois d'avril. Et donc ça, c'est 4 nouvelles chorégraphies, 2 femmes et 2 hommes. Et donc, c'est des créations. C'est très chouette pour l'instant. Et sinon, il y a le Corsaire, qui est beaucoup plus classique au mois de juillet, au Grand Théâtre aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a le gala, dans 15 jours. Même pas. Donc non, il y a le gala d'étoiles, le 20 et 21 la février. Et alors ça, c'est intéressant. C'est vrai, comme ça, c'est un peu en marge de la programmation. Donc, on est 4 couples d'étoiles, un couple de Bordeaux, un couple de l'Opéra de Paris, un couple du Ballet National de Chine et un couple de Munich. Donc, c'est très intéressant, des façons différentes de danser, des styles différents, des papa. Et du coup, au San Francisco Ballet, est-ce que c'était une façon très différente de la manière française de danser? Oui, comme j'expliquais, il définit notre qualité dès le début et on devient très performant là-dedans.
Après, bon, il y a ça. Sinon, c'était une façon différente de répéter parce que donc il y avait un très très beau théâtre à San Francisco. Il y avait plus de 3000 places, donc c'est un espèce d'opéra Bastille immense. Mais le directeur de la danse et le directeur de l'art lyrique n'ont jamais réussi à s'entendre. Et il se trouve que dans une semaine, il y a 7 jours et pas 8. Donc c'était compliqué de faire 3 jours de danse, 4 jours de ballet, 4 jours de chant, ou 4 jours de chant, 3 jours de danse. Voilà. Ils n'ont pas réussi à s'entendre. Donc on a fait 6 mois et 6 mois. Donc pendant 6 mois, le théâtre appartenait à la danse. Et pendant 6 mois, le théâtre appartenait au chant. Ce qui était un peu compliqué pour nous, danseurs, c'est-à-dire que pendant 6 mois, on n'allait pas au théâtre. Donc on était en studio et on créait, on partait en tournée. Pas de spectacle pendant 6 mois, c'est long pour des danseurs. Et après, pendant 6 mois, on avait spectacle tous les jours, pendant 6 mois non-stop. Donc on avait 7 spectacles par jour pendant 6 mois. On était en repos le lundi, mais on en avait 2 le samedi et le dimanche. Et c'est compliqué, hein. Enfin, vraiment, c'est un rythme très très difficile. Voilà, pas de temps de repos du tout pendant 6 mois. Alors que maintenant, en France, on répète un ballet pendant 3 semaines, on le danse pendant 3 semaines, et après on retourne en studio. Donc voilà, c'est comme ça, alors que San Francisco Ballet, c'était comme ça, et puis après, comme ça. Des façons différentes de travailler. Et pas de blessure? En tout cas, moi, j'ai pas été blessée pendant 10 ans. Je me suis même fait une entorse pendant 10 ans, mais ça vient pas trop de la façon de travailler, je crois, ça vient de toute l'équipe qu'il y avait autour. Le San Francisco Ballet, c'est une compagnie privée, et ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on se blesse parce qu'il n'y a pas des accidents de travail, la sécu et tout. Donc, ils mettent tous les moyens à nos dispositions pour pas qu'on se blesse. Donc, vraiment, on a une équipe... c'est vraiment une équipe de foot, quoi. Tout ce qu'on veut qui touche notre corps de danseuse est gratuit, illimité. Donc, moi, je me faisais masser tous les soirs à la maison. Voilà, on n'arrêtait pas. J'étais très, très en forme. En France, c'est un peu différent, mais on y vient. Voilà, ça vient. C'est vrai qu'en France, on n'est pas tout à fait considérés comme des athlètes de haut niveau, alors que quand on est blessé, on ne peut pas danser, quoi. Hein. Donc, on est des athlètes de haut niveau. Mais ça vient. Les mentalités changent un peu, sauf qu'on dépend du ministère de la Culture et pas des Sports. Donc, c'est des choses compliquées à mettre en place, mais ça arrive. Justement, en parlant du ministère de la Culture, j'ai une question d'une salle de ville en ville. Donc, les attaques qui se multiplient contre les subventions accordées aux opéras, vous perturbent-elles et qu'en pensez-vous ? Oui, c'est très, très perturbant, c'est effrayant même. Avant Casse-Noisette, justement, là, au mois de décembre, c'est une très bonne question, on a fait un petit discours au public. Avant de lever le rideau, on est tous venus en scène comme ça pour expliquer en fait que c'est pas un hobby, quoi, c'est notre métier. Et de voir ces coupes de budget comme ça de la culture, c'est effrayant. On est des gens on a dédié notre vie et notre passion, et on dédie toujours notre vie à faire des spectacles, à essayer de donner un peu de bonheur et d'art aux gens. Et puis, on n'a pas l'impression que ça compte beaucoup, quoi, dans le budget des municipalités ou des... Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mais on se bat, et les coupes de budget qui devaient en tout cas être attribuées au Ballet de Bordeaux ont été déjà un petit peu moins... ont été revues à la baisse. Donc, on a quand même réussi un petit peu à se battre là, au mois de décembre. C'était chouette. Alix n'a pas de questions de ville en ville. Et vous, dans la salle? Bonsoir. Vous avez dit que vous alliez danser donc avec... Vous alliez danser avec Gala d'étoiles, donc. Et la semaine dernière, vous avez dansé pour les secrets du ballet. Et je voulais savoir comment vous vous organisiez pour répéter pour ces spectacles. Alors là, c'est une très bonne question. Là, le Gala d'étoiles du Ballet de Bordeaux, c'est officiel avec le Ballet de Bordeaux. Donc, c'est dans mon planning de répétition de la journée. Tout ce qui est en dehors du Ballet de Bordeaux, donc au Théâtre du Féminin ou à Montpellier ou en petite tournée, ça, c'est sur mon temps libre le week-end et le matin très tôt ou le soir après les répétitions.
Donc c'est vrai que ça rajoute du travail, mais en même temps, ce sont des expériences fabuleuses. Ça fait du bien de danser avec d'autres danseurs, un autre répertoire, dans d'autres théâtres aussi. Mais j'ai découvert le théâtre du féminin que je connaissais pas du tout. Donc, non, c'est ça qui nourrit aussi la carrière d'un danseur et d'un artiste, c'est les rencontres. Et je pense que j'ai la dernière question, mais qui revient aux sources. Qu'est-ce qui vous a donné envie de danser avant de devenir danseuse étoile ? J'ai pas du tout l'histoire de la petite fille qui a vu le Lac des Cygnes et qui est à la télé ou en ballet, qui est tombée amoureuse de ça et qui a dit je veux faire ça. C'est l'inverse. Je détestais la danse. J'en ai fait parce que je me tenais pas droite. Et d'ailleurs, je me tiens toujours pas droite. Donc ça n'a pas marché du tout. J'étais garçon manqué. Je faisais du tennis, du skate, tout. Je détestais la danse, vraiment, c'était une punition. Et à tel point que je me suis fait virer du cours, d'ailleurs. Et du coup, avant, on n'avait pas d'iPhone, donc c'était long, 1h30 dans les vestiaires toute seule. Et en plus, ma mère est arrivée et elle m'a dit, je te préviens, j'ai payé pour l'année. Donc, non seulement tu vas y retourner la semaine prochaine, et en plus, tu n'auras pas de skateboard. Voilà. Donc la semaine d'après, je me suis un peu appliquée et en fait, vraiment de semaine en semaine, je me suis dit ah bon, c'est pas si dur, ça va, c'est pas si gnangnan, bon, ça, je peux le faire. Et en fait, il s'est trouvé que j'étais douée pour ça. Donc les choses ont été très vite. Après ça, on m'a dit bah, tu sais quoi, ça peut être un métier. Je fais quoi? Je peux être payée pour danser? Oh, cool. Allons-y. J'avais 12 ans et puis je suis rentrée en école professionnelle et à partir de là, ça a changé quand même. Quand je suis rentrée à l'école de danse de l'Opéra de Paris où ça teste cette école qui à l'époque était très dure. Ça a changé un petit peu, mais à l'époque c'était très 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 dur. Voilà, ça teste les limites de la passion, quoi. Il faut vraiment être passionné à 100%, sinon on arrête. Parce que voilà, pour faire de la danse, il faut beaucoup de discipline, mais la limite entre discipline et méchanceté est très fine et elle est très facile de la passer. C'est une frontière qui est très facile à passer, mais qui, je trouve, sur des enfants est complètement interdite. À mon époque, elle était passée tout le temps. Et c'était une école très très difficile. Vraiment, j'ai fait que 3 ans à l'école de danse de l'Opéra de Paris, mais si c'était à refaire, je ne sais pas si j'aurais la force de refaire. Vraiment. Mais merci beaucoup à toutes les deux. Merci Mathilde, merci Florence. Merci beaucoup.